La conscience. Comment est-ce possible qu'un kilo et demi de matière grise dans notre crâne puisse générer la totalité de notre expérience, de nos sentiments, de nos pensées? C'est sans doute l'un des plus grands défis de la science, et aujourd'hui on va plonger au cœur des bases biologiques de ce qu'on appelle le soi. On va commencer par cette idée, qui est à la fois simple et absolument fondamentale. Tout ce qui nous constitue, nos pensées, nos joies, nos peines, bref, tout ce qu'on identifie comme étant nous, tout ça émerge des connexions entre environ 100 milliards de neurones. C'est une idée simple à énoncer, mais quand on s'arrête dessus 2 secondes, elle est juste vertigineuse. Et c'est là, bien sûr, que le vrai mystère commence. Si on part du principe que le cerveau est le hardware, la machine, alors quel est le software? C'est quoi le programme qui fait tourner cette simulation qu'on appelle le soi? C'est vraiment la question centrale qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pour les neuroscientifiques, attention, il ne s'agit pas de magie. C'est plutôt un puzzle. Un puzzle d'une complexité folle, certes, mais un puzzle quand même. Et en regardant comment le cerveau fonctionne, et surtout ce qui se passe quand il ne fonctionne pas bien, on peut commencer à trouver les bonnes pièces et à les assembler. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour étudier un truc aussi subjectif, aussi intime? Eh bien, la science a une approche assez maligne. Elle divise le problème en deux. Pour comprendre l'ensemble, il faut d'abord regarder la chose sous 2 angles bien distincts, la vue de l'extérieur et la vue de l'intérieur. D'un côté, on a donc ce qui est mesurable, ce qui est observable par quelqu'un d'autre. Et de l'autre, il y a l'expérience pure, ce que ça fait de vivre les choses de l'intérieur. Et c'est vraiment en gardant cette dualité en tête qu'on peut avancer dans l'étude neurologique de la conscience. Et là, la différence est vraiment flagrante. D'un côté, la vue externe, celle du médecin par exemple. Il va chercher des signes objectifs. Est-ce que la personne est éveillée? Est-ce que son attention est soutenue? Est-ce que ses actions ont un but? Mais de l'autre côté, il y a l'expérience interne, ce que la personne ressent, c'est-à-dire les images mentales qui défilent, et surtout ce sentiment si particulier d'être le propriétaire de son esprit, d'être l'acteur principal de son propre film intérieur. Pour aller encore un peu plus loin, les neurologues décomposent ce soi en 2 couches, 2 niveaux fondamentaux. On peut imaginer ça comme un ordinateur, il y a le système d'exploitation, la base, et par-dessus, il y a les applications qu'on lance. Le système d'exploitation, c'est la conscience essentielle. C'est la sensation la plus basique qui soit. Le sentiment brut d'exister. Là, maintenant, ici. C'est la petite lumière qui est allumée quand on est éveillé. Elle n'a pas besoin de souvenirs du passé, ni de projets pour l'avenir. C'est juste la pure conscience d'être. Et puis, par-dessus cette base, se construit la conscience étendue. Et là, c'est une autre histoire. C'est notre récit personnel, notre identité. C'est le moi autobiographique, celui qui se souvient de son passé, qui vit son présent et qui se projette dans l'avenir. Et ce soi-là, il est complètement dépendant de 2 choses, la mémoire et le langage. Et la relation entre les deux est une hiérarchie très claire. La conscience essentielle, c'est le socle. C'est parce qu'on est conscient, ici et maintenant, qu'on peut former des souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui vont, petit à petit, construire l'édifice de notre conscience étendue, de notre identité. La conséquence est donc implacable. Si la base est endommagée, tout l'étage supérieur s'effondre avec elle. Et c'est justement en étudiant ces cas, quand le système est cassé, qu'on apprend le plus. Il faut bien comprendre que les troubles de la conscience, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est plutôt comme un variateur d'intensité avec tout un spectre d'états qui nous montre, en creux, comment le cerveau fabrique notre réalité. L'idée générale, c'est que chaque état de conscience altéré, du coma à des états plus légers, correspond en fait à une panne dans des circuits cérébraux bien spécifiques. Et donc, en cartographiant ces pannes, on peut commencer à dessiner la carte des régions du cerveau qui sont absolument critiques pour la conscience. Ces distinctions cliniques sont vraiment parlantes. Dans le coma, il n'y a ni éveil, ni action volontaire. Dans l'état végétatif, quelque chose réapparaît, les cycles veille-sommeil. Les yeux peuvent s'ouvrir et se fermer. Mais il n'y a toujours aucune trace de conscience. La vraie bascule, c'est l'état de conscience minimale. Là, pour la première fois, même si c'est de façon très intermittente, on peut voir apparaître des réponses qui ont un but. Et cette différence, elle est évidemment fondamentale pour le diagnostic. Alors, où se niche cette fameuse conscience essentielle? Eh bien, toutes les preuves cliniques convergent vers un réseau de zones situées au cœur même du cerveau. On a le tronc cérébral, qui est un peu l'interrupteur général de l'éveil, le thalamus, qui agit comme une tour de contrôle, un grand chef d'orchestre, et puis des structures du cortex, comme le cortex postéromédian, qui semble crucial pour assembler toutes ces informations et générer ce sentiment d'être soi. D'accord. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi l'évolution a-t-elle pris la peine de développer un mécanisme aussi complexe et aussi coûteux en énergie que la conscience? La réponse, en fait, est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le pense. Voilà l'idée clé. La conscience, c'est un outil de survie de luxe. Il faut penser à l'homéostasie.
C'est ce processus automatique qui régule notre température, notre faim, notre soif, tout ce qui nous maintient en vie sans qu'on y pense. Eh bien, la conscience, c'est une version 2.0 de ce système. Au lieu de simplement réagir par réflexe, la conscience permet de faire des plans, d'apprendre de ses erreurs passées pour anticiper le futur. Elle offre une flexibilité de comportement qui est juste un avantage adaptatif énorme pour naviguer dans un monde complexe et imprévisible. En clair, elle nous aide à mieux chercher ce qui est bon pour nous et à mieux éviter ce qui nous est nuisible. Et on va conclure sur cette pensée fascinante. Étudier la neurologie de la conscience, ce n'est pas seulement chercher à soigner des pathologies, c'est explorer la fonction la plus extraordinaire, la plus magique de notre cerveau. C'est le cerveau lui-même qui, à travers nous, devient conscient de lui-même et ose poser la question de sa propre existence.